Bonsoir à tous. J'espère que vous avez pu vous connecter et je suis heureuse de vous présenter ce soir, une autre approche en fait. J'ai envie de vous parler de la posture de coach et de cette capacité à se centrer, à se décentrer, à prendre du recul et à ajuster son positionnement par rapport à son client. Alors, vous avez peut-être vu cette infographie que j'ai faite et je vais vous la partager afin de pouvoir vraiment, aller au cœur, des détails et du positionnement du coach qui est pas toujours facile en fait. Donc, allons, creusons le sujet. Donc alors, être coach, pour moi, c'est être centré, mais aussi et surtout capable de se décentrer. Alors, ce qui est important finalement, heu, c'est d'être centré évidemment sur l'autre, sur le client, de comprendre réellement, ses objectifs, ses difficultés aussi, puisque si la personne vient voir un coach, c'est qu'il y a peut-être quelque part un problème, un obstacle, quelque chose que la personne n'arrive pas à dépasser toute seule. C'est aussi être centré sur soi, sur ce qu'on ressent, heu et aussi, bien évidemment, être à équidistance, j'ai envie de dire, être centré sur les objectifs de son client. Donc le coach être coach, c'est vraiment avoir cette capacité de se situer au centre de ces éléments et en même temps, être capable de temps en temps de naviguer d'un point à l'autre. Donc je vais essayer de détailler, mais en gros, un coach qui serait centré que sur lui, c'est pas vraiment dans l'alliance avec son client. Donc il y aurait une sorte de froid ou de non-coopération pour atteindre les objectifs. Donc là, on ne serait pas dans le coaching. D'ailleurs, souvent, dans ces cas-là, le coach n'est pas engagé. Un coach qui serait centré que sur l'autre ne serait pas dans le coaching, puisque s'il n'y a pas d'objectif professionnel ou d'objectif pour avancer, on n'est pas non plus dans une opération de coaching. Donc clairement, on va regarder la deuxième étape. Comment ça se passe si le coach est centré uniquement sur les objectifs de son client, et ça peut tous nous arriver en tant que coach. C'est-à-dire qu'on a envie que le client avance, qu'il aille atteindre ses objectifs. Mais là, on est peut-être plus dans une position d'expert, peut-être qu'on est tenté, parfois ça arrive, d'apporter des solutions ou de donner des outils pour que son client avance. C'est humain, mais vous voyez que là, on n'est pas dans la position de coaching, on est donc plus proche de la position de consultant qui amène une solution. Si on avance un petit peu, ça peut même aller jusqu'au sauveur, hein. Je porte le client, je lui donne les solutions toutes prêtes parce que je le sens pas bien, par exemple. Souvent, ça part d'une bonne volonté, en fait, mais c'est intéressant de s'interroger où je me situe en tant que coach et comment j'équilibre mon positionnement. Et le point suivant, si je suis uniquement centrée sur l'autre, là, ce que j'ai mis comme, appellation, c'est de la confusion. Au sens où, je suis en empathie, je suis en sympathie avec l'autre, je lui tends la main, je suis touchée par ce qui lui arrive ou par les difficultés qu'il rencontre et d'humain à humain, je me pose la question de comment l'aider. Où là, on n'est pas tout à fait dans une position coaching, on est plutôt dans la position de soutien humain à l'autre. Donc si j'avance un petit peu dans le graphique, si je suis centrée que sur la relation, c'est le point que vous voyez ici. Là, du coup, je vais être dans un bavardage sympathique, au sens bavardage, échange d'être humain à être humain. Mais vous voyez, le coaching, il est vraiment situé au cœur de cette dynamique, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne perds en tête les objectifs du client. Donc, ça veut dire que quand le client s'éloigne de ses objectifs et revient sur des difficultés ou sa réalité, là, je sais le recentrer ou le questionner pour dire: «Et par rapport à vos objectifs, alors comment vous resituez?» C'est-à-dire que le coach, en permanence, essaie d'être dans ce triangle où il y a vraiment équidistance entre les objectifs, l'être humain que j'ai en face et aussi moi-même. C'est-à-dire, heu, si je suis centrée que sur moi-même, comme vous le voyez ici, je suis dans dans mon état d'esprit. C'est-à-dire que ça peut nous arriver en tant que coach. On est perturbé ou on ne comprend pas le client, on se recentre sur soi pour voir où on en est. Le tout, c'est de ne pas y être trop longtemps, puisque sinon l'autre personne peut sentir qu'effectivement on n'est pas dans cet accompagnement, dans cette humanité, dans cette ouverture à l'autre. Donc tout l'enjeu va être comment à chaque instant, finalement, j'arrive à savoir où je suis. Est-ce que je suis pas en position de sauveur? Est-ce que je suis
Est-ce qu'éventuellement, à un moment donné, je dois lui donner un outil parce que mon client est bloqué et du coup, il a besoin d'aide pour pouvoir avancer? Ou est-ce que finalement, il y a des moments où il a besoin juste d'écoute empathique? Ça peut être OK dans une séance de coaching. Toute l'intelligence relationnelle et le positionnement du coach, c'est de savoir où il est et pourquoi il le fait. Donc voilà un peu le point clé derrière ce schéma que je voulais vous présenter. Pour moi, être coach, c'est d'être centré, parfois sur lui, parfois sur l'autre, parfois sur les objectifs, et le plus souvent, finalement, sur les trois. Et de savoir quand il dérape et de savoir se réajuster, se recentrer. Voilà un peu l'état d'esprit de ce schéma que je voulais vous présenter. Alors c'est facile à évoquer, j'ai envie de dire comme ça, sur le papier, mais toute la question est comment, dans une séance où évidemment des enjeux, des difficultés, des perturbations peuvent arriver, comment concrètement je le mets en œuvre? J'ai envie de vous dire, c'est par beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'on a beau connaître la théorie, et c'est aussi pour ça qu'à l'école IR que je viens de lancer, on vous invite à beaucoup pratiquer et on a créé une pédagogie qui passe d'abord par le corps, par l'expérimentation. J'essaie, je vois si j'arrive à savoir où j'en suis finalement dans ma séance. Ensuite, cœur, émotion, comment je me suis sentie? Est-ce que je me suis laissée embarquer par le nuage de brouillard de mon client? Ou est-ce que j'ai réussi à me décentrer quand j'avais besoin et que je me sentais un peu perdue dans la conversation? Et ensuite, donc d'abord corps, j'expérimente, j'écoute l'autre, j'essaie de l'accompagner. Ensuite cœur, je regarde, je fais un brief avec mes émotions. Et ensuite, c'est cognitif cerveau. On revient sur ce schéma et on se pose les questions. Qu'est-ce qui fait que parfois, je peux tomber dans le sauveur? Qu'est-ce qui fait que parfois, je peux tomber dans la relation empathique parce que je veux que l'autre m'apprécie finalement? Comment j'ose confronter? Confronter, c'est ramener le client à sa réalité. Parfois, on a un client qui peut juste se plaindre de sa situation sans être en capacité finalement de se projeter dans l'avenir ou de même d'identifier des objectifs d'évolution. Il est parfois bloqué. Donc comment moi, en tant que coach, je peux sortir de vouloir être utile à l'autre pour juste être présent à l'autre et être présent aussi en connexion avec les envies d'avancer, les objectifs, ou stimulant en questionnant le client, en lui demandant maintenant quels sont vos objectifs, sur quoi vous avez envie d'avancer. Ça peut être désagréable pour le client de s'entendre dire qu'il tourne en rond. Mais c'est notre rôle aussi parfois de pouvoir dire au client, là, vous vous éloignez de vos objectifs, ou là, j'ai pas l'impression qu'il y a un objectif d'évolution. Donc, recentrer là, à ce moment-là, sur la zone plus en haut, plus grise. L'état d'esprit, c'est de savoir que l'idéal, c'est d'être coach pleinement au centre, mais que dans la pratique, on n'y est pas tout le temps. Et c'est pas grave. Ce qui est important finalement, c'est de savoir où je suis, pourquoi des fois ça dérape et comment je réajuste. Et ça nécessite d'être capable soit de le faire en supervision, soit de le faire avec soi-même, un petit point méta. Comment s'est passée cette séance? Comment je me suis sentie pendant les différentes étapes de cette séance? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit du client? Où est-ce qu'il m'emmène? Où est-ce que je me laisse emmener? Ouais, et comment si il y a un moment donné de la séance, ça dérape un peu, comment je suis capable de revenir? Et derrière ça, il y a la question de la légitimité aussi. Parce que souvent quand on est coach et qu'on démarre, on a envie de montrer qu'on est utile, que le client a avancé, que la séance a été productive. Là, parfois, on peut déraper un peu sur le volet objectif et avancer, vouloir absolument que le client avance. Et là, vous voyez, on perd la posture de coach parce qu'on est en train de porter ou de tirer le client. Donc, il y a plein de points de vigilance, comme vous pouvez le comprendre à travers mes propos. Il n'y a pas une bonne façon de faire, il y en a plein. Et pour moi, le message clé, c'est de retenir que c'est normal de naviguer dans ces différents points. Il faut en avoir conscience et réajuster quand on sent qu'on n'est plus vraiment dans ce qu'on appelle la posture coach finalement. Donc j'avais envie de vous parler de ce schéma que j'ai fait pour parler de l'art du coaching. Parce que finalement, coacher, c'est un art. C'est de l'art d'accompagner. C'est l'art de trouver le bon positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un client qui est en souffrance, je vais le symboliser avec quelqu'un qui est à terre,
Là, il a peut-être plus besoin de soutien. Donc ce serait sur le schéma avant, heu, tendre la main et dans l'empathie, dans l'écoute de l'autre, plutôt que dans le challenge. Bon, alors, c'est quoi vos objectifs? Sur quoi vous avancez demain et c'est quoi votre plan d'action? Ce serait un peu violent et d'ailleurs ça perturberait l'alliance ou l'envie même du client d'avancer. Donc là, c'est un dosage. Si on revoit par rapport au schéma précédent, dire comment là je peux avoir plus de temps d'écoute, de soutien et sans jamais perdre les objectifs en vue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, re-questionner quelle est la direction que souhaite le client. Ou même parfois, on provoque, on peut dire au client: «Et alors, du coup, vous souhaitez rester ici ou vous avez des objectifs d'évolution?» Quand on a un client qui est très dans la plainte, parfois l'approche paradoxale en lui disant: «Non, vous pouvez très bien rester ici et surtout pas avancer, hein, si c'est pas bon pour vous». Et souvent ça ça redynamise le client qui fait: «Ah non, non, cette situation n'est pas confortable, j'ai besoin d'avancer». Donc voilà pour cette première étape et dans la deuxième étape finalement, quand le client commence à reprendre un peu d'énergie, à vouloir lui-même avancer, vers ses objectifs, vous voyez quand on lui dit: «Bon finalement il y a pas d'évolution ou pas d'objectif possible», ça va rechallenger le client qui là, aura certainement moins besoin de soutien, mais plutôt de le laisser lui-même avancer. Donc c'est tout un art délicat parce que comment je ne fais pas à la place de l'autre, comment juste je questionne ou j'écoute, ou même je laisse des silences. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de difficile à apprendre à faire, à être en silence. Le silence, ça fait peur. Même là, je suis toute seule face à vous et je ne vous vois pas en plus. Donc du coup, le silence n'est pas forcément confortable, je le partage avec vous. Et d'ailleurs, j'apprécie de voir les petits messages que vous mettez. Du coup, clairement, c'est de pouvoir alterner ces positions et d'avoir conscience de cette balance et de cet équilibre. Merci Cécile, je vois une question. Comment concilier entre le client qui veut des outils et les réclame, souhaite avancer vite, et la position du coach qui sent que ce n'est pas ce qu'il lui faut? Très intéressante question. Alors effectivement, souvent le client, il a plutôt l'habitude des consultants et il dit: «Bon, il voudrait des solutions, voire une boîte toute faite. Comment je fais et qu'est-ce que je fais?» Mais si vous lui apportez, une solution, même une solution adaptée, hein, un truc bien emballé, avec un joli paquet cadeau, en fait, comme c'est pas la sienne, souvent il va pas se l'approprier. Ou il va lui chercher des problèmes, des détails qui vont pas. Donc du coup, le vrai challenge pour le coach, qui pourrait avoir envie finalement d'apporter, ce que demande son client, ça pourrait paraître légitime. Le client me demande une solution, je lui apporte une solution, tout le monde est content. Moi, je sens qu'il a avancé. Donc là, il va falloir effectivement prendre sur soi. Et c'est, le travail, qu'on va vous proposer dans la formation Devenir coach, c'est-à-dire ce travail d'introspection pour apprendre à ne pas donner le poisson au client, mais lui apprendre à pêcher. Et finalement, c'est beaucoup plus agréable sur le long terme. Mais il y a quelque chose comme savoir dire non à son client. Savoir dire, c'est plus important que vous appreniez à construire votre canne à pêche et à pêcher vous-même pour trouver des solutions pour quand je serai plus là, puisque le coaching, c'est aussi quelque chose de très temporaire, hein. C'est un accompagnement pour apprendre à être autonome. Donc du coup, lui dire, que parfois pour aller vite, il faut savoir ralentir. Donc ça veut dire que le coach doit aussi savoir accueillir les silences et les ralentissements. En lui expliquant peut-être aussi, une des clés, c'est que dans le contrat de coaching, c'est bien écrit que le coach n'est pas là pour apporter des solutions, mais pour questionner et aider le client à construire lui-même des solutions sur mesure. Je pense que quand on pose un contrat clair, ça aide à ne pas déraper ensuite, puisque ça a été initialement présenté dans la forme d'accompagnement. J'espère que ça répond, Cécile, à la question. Merci en tout cas pour cette question. Et sinon, je voulais vous montrer pourquoi j'ai décidé de créer 5 modules progressifs pour devenir coach, parce que vous voyez qu'il y a de la finesse et de la subtilité. Rien n'est noir ou blanc. C'est une balance. Ça veut dire que dans tous les éléments, il y a parfois, oui, euh, si un client est vraiment en difficulté, on ne va pas lui dire débrouille-toi tout seul et construis ta canne à pêche. Parfois, c'est OK. Je lui donne le poisson en papillote, tout prêt à manger, parce que là, il y a besoin. Donc là, je lui donne l'outil, si vous préférez, mais j'ai conscience de ce que je fais. Et j'ai conscience que ça doit avoir une portée limitée et je le choisis. En
fait, pour moi, c'est vraiment cette méta-analyse que le coach doit apprendre. Quel que soit ce que je fais, je dois savoir pourquoi je le fais, dans quelles conditions je le fais et quel intérêt ça a pour mon client, ses objectifs au regard de la situation actuelle. Je dois avoir aussi sous-pesé avec moi-même les éléments. Donc en fait, la formation, le premier module, c'est vraiment sur communication et alliance. C'est-à-dire comment je me lie à l'autre, comment je m'adapte à son vocabulaire, à sa rapidité de pensée, à sa problématique, la façon dont il parle peut-être même. Donc c'est un premier module de finalement le coaching, c'est juste se mettre en résonance avec l'autre. Donc c'est vraiment apprendre ça, cette qualité de présence, cette qualité d'écoute. Le deuxième module, c'est favoriser les changements. Donc là, on est un peu plus sur les outils. Les références en matière de coaching ont déjà développé comme outil de transformation et d'accompagnement du changement. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez en retrouver beaucoup dans les livres. Et le but de ce module, c'est pas de vous apprendre les outils, qu'on vous conseillera de découvrir et de lire avant, mais de les mettre en pratique et de voir subtilement quand est-ce que ça va et quand est-ce que l'outil n'est pas adapté et je dois savoir, moi, m'adapter au client et pas forcer avec un outil que j'ai absolument envie d'utiliser parce que c'est un outil que j'aime bien. La troisième module pour devenir coach sera sur structurer les accompagnements. Le coaching, c'est aussi quelque chose de professionnel avec un contrat, avec des réunions tripartites, parfois avec le N+1, les DRH, les clients qu'on accompagne. Donc là, il y a aussi une posture à savoir, comment on rédige les contrats, comment on ajuste aussi la durée et la structure de l'accompagnement, ou comment on est capable de faire un point à mi-parcours si nécessaire, de manière à réajuster les objectifs si on s'aperçoit que ce n'était pas optimum. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus structurant sur le troisième module. Et puis dans le quatrième module, on s'apercevra que ce qui est important, c'est le changement dans le temps. Donc avoir une vision et accompagner son client sur aussi travailler entre les modules, avancer seul, savoir découvrir lui-même ses points de force et ses points de sensibilité auxquels il devrait être vigilant dans la suite. Donc c'est aussi accompagner en s'éloignant finalement, en laissant petit à petit son client évoluer par lui-même. Et le cinquième module, prendre du recul sur sa pratique. On reviendra sur ces fameux 3 cercles que j'ai présentés tout à l'heure, parce que même si c'est simple à évoquer comme ça, c'est de la pratique de penser à plusieurs choses en même temps et de savoir se décaler avec soi-même, savoir méta-communiquer aussi, savoir communiquer sur la façon dont je communique avec mon client. Donc du coup, il y a vraiment un intérêt à pratiquer et aussi avoir les feedbacks de moi et de toute l'équipe pédagogique sur comment vous êtes et comment on peut encore ajuster cette capacité d'auto-analyse. Voilà pour les modules. Donc l'école à notre regard, on a comme cœur d'être au cœur de la relation. Donc notre pédagogie se veut avant tout ouverte et intégrative, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur vraiment différents courants théoriques du coaching, différentes formes. J'ai un doctorat en pédagogie. Pour moi, la créativité dans la pédagogie, c'est important. Donc du coup, il y aura beaucoup de part à la pédagogie active, des choses assez ludiques, mais les outils et les choses que vous pourrez aussi, si ça vous inspire, réutiliser directement avec vos clients. Comme vous l'avez vu, je suis très imagée, comme dans le livre que j'ai écrit sur le coaching. Je vous transmettrai tous les schémas pour que vous puissiez aussi, parce que parfois une image vaut 1000 mots, les transmettre à vos clients si ça vous semble utile dans la manière d'accompagner. Je vous transmettrai tous ces supports structurés pour que ce soit structurant aussi dans votre construction d'être coach ou d'accompagner. Voilà l'idée. On va beaucoup vous faire travailler sur l'alignement, euh, le corps, le cœur et le mental, le cortex, de manière à ce que ce soit plus puissant dans votre propre transformation personnelle. Et puis, nous, on tient à ce que les coachs soient très vite professionnalisés. Donc, du coup, on vous invitera à coacher rapidement et vous serez supervisé. Il y a 10 heures de supervision qui sont prévues dans cette formation parce que c'est important de tout de suite réajuster sa pratique, de ne pas prendre un mauvais pli, vous voyez, de ne pas être lâché tout seul à coacher, mais vraiment de pouvoir en parler avec quelqu'un qui a l'expérience et qui va vous faire un retour bienveillant. Parce que comme vous l'avez vu tout en haut,
Ce qui nous tient à cœur, c'est aussi des valeurs humanistes au service du développement du potentiel humain, le vôtre, pour que vous soyez en miroir au service du développement du potentiel des gens que vous accompagnez. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Vous avez toutes les coordonnées de l'école, le site web. Vous pouvez aussi me contacter et on va faire des soirées découvertes. Il y en a une le 11 mars à 18h dans Paris. Si vous êtes intéressé, vous pourrez nous rencontrer. Donc, je serai là. Il y aura aussi Chloé, peut-être Olivier ou Mathieu de l'école et différents responsables pédagogiques de manière à pouvoir, en live, en vrai, prendre un café et nous poser des questions. Donc, pour vous inscrire, si vous souhaitez y venir, école.autre.regard@gmail.com. Ça durera 1 heure et demie, et vous serez les bienvenus pour poser toutes les questions. La question de Mathieu était autour des coachs qui sont un peu rapides, qui sont au potentiel et qui ont tout de suite des idées pour leurs clients. Et, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand on n'est pas concerné par le problème, on a souvent une solution. Ça paraît évident quand on n'est pas dans le nœud émotionnel du problème. Les problèmes de nos amis, de nos collègues, des fois on ne les comprend pas, on dit: «Tu as juste qu'à faire ça». Et c'est bien là tout l'enjeu. C'est-à-dire que quand on est coach, si on comprend l'humanité et le nœud qui est lié intrinsèquement à la personne, elle doit apprendre à le dénouer toute seule. Donc on ne doit pas euh, travailler à la place du client. Ça serait une tentation, mais là vous n'êtes pas coach. Donc apprendre à être coach, c'est apprendre à ralentir. Et ça, je peux vous dire que j'ai eu du challenge moi aussi. Donc qui aime aller vite, qui voit des solutions, qui... Donc c'est ça, ouais. Le truc important, c'est apprendre à ne pas faire pour l'autre, même si c'est avec la meilleure intention du monde. Apprendre à laisser l'autre se déployer, juste en étant dans la qualité de soutien et de présence ajustée. La juste petite goutte d'eau. Vous connaissez cette métaphore, ça sert à rien de tirer sur les feuilles des carottes pour qu'elles poussent plus vite. Bah, c'est bien ça. Moi, je dis souvent que je suis jardinier coach. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça va apprendre à mettre une goutte d'eau, laisser la carotte pousser et attendre. Je sais, ça paraît compliqué, mais en même temps, c'est joyeux de voir l'autre grandir par lui-même. Et ça demande un vrai travail et ça demande aussi de travailler la confiance en soi. Et là, ça rejoue sur la balance légitimité. On se dit, mais s'il avance pas assez vite, je vais être qualifié de mauvais coach. Et c'est là ce qui fait que souvent le coach a envie de tirer sur la carotte pour qu'elle avance. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir aussi travailler ce point. Et d'ailleurs, comme on l'évoquait dans le live avec Vincent Lénart il y a quelques jours, c'est important qu'un coach ait travaillé sur lui, sur sa stabilité ontologique, sur sa sécurité d'être, de manière à être pleinement présent pour l'autre et pas en écho, en miroir avec ses propres besoins de légitimité, d'avancer, d'être performant, d'être bien reconnu, d'être bien vu ou d'être apprécié par le client parce qu'il lui a donné quelque chose de tout près. Donc, oui, voilà pour cette première phase. Je pense que c'est un travail important à travailler, cette sécurité personnelle, de manière à être sécure dans la relation à l'autre. Et encore plus, si vous accompagnez des collectifs, puisque dans un collectif, en plus, les dynamiques ne sont pas les mêmes, les enjeux et les façons de percevoir le problème ne sont pas les mêmes. Du coup, il y a un vrai besoin, en fait, d'être juste là et d'être OK avec le fait que mon métier, c'est d'être là et de soutenir l'évolution. Et parfois, le soutien, c'est juste ça. Alors, la deuxième question, merci pour ça, Lydie. Danser au même rythme que le coaching. Très intéressant. Question, effectivement. Euh, donc ça s'apprend. C'est comme la danse, j'ai envie de dire. Si vous dansez une bachata, si vous dansez un rock endiablé ou un passo doble, c'est pas les mêmes pas, c'est pas les mêmes musiques, c'est pas les mêmes dynamiques. Le partenaire se positionne pas de la même manière. Et est-ce que je suis? Est-ce que... Et donc, du coup, peut-être que c'est ça aussi la première chose, et c'est pour ça que le premier module, c'est l'alliance. C'est apprendre à danser avec le rythme, avec le vocabulaire, avec les émotions, avec l'état énergétique aussi du client. Ce client, il arrive tout à plat. C'est pas la peine de commencer à lui dire: bon, alors le plan d'action, les objectifs, vous avez avancé, vous en êtes où? Parce que là, vous allez l'épuiser en fait.
Ça peut être tentant de dire: «Bon, on n'a que 2 heures ou 1 heure, peut-être même de coaching, c'est clair, il est épuisé». Il faut peut-être juste, accueillir son état et parfois c'est ça qui va être le plus utile. Qu'ils comprennent que des fois, faire une pause avant de redémarrer et j'ai certains clients qui ont une vie très, des PDG, des personnes qui travaillent en préfecture, qui ont des vies très intenses. Parfois le coaching, c'est apprendre à ralentir et donc du coup, ça me nécessite d'accepter une séance où il se passe pas grand-chose en apparence. Vous voyez l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg? Bah, il se passe pas grand-chose. On échange, peut-être en ralentissant le ton comme je suis en train de le faire avec vous, mais à l'intérieur, inconsciemment, il y a peut-être quelque chose qui se pose, quelque chose qui se dit: «Bah oui, je peux être calme, ça peut être agréable et je peux avoir plaisir à ralentir pour ensuite pouvoir à nouveau avoir l'énergie de réaccélérer». Voilà l'idée et c'est un peu comme la danse. Je pense qu'il faut pratiquer. Il faut parfois un prof qui vous dit: «Ah là, il y a un petit pas de côté là, il faudrait ajuster». Ou là, il faut ralentir, ou là, il faut accélérer. Voilà ce que je vois quand je vous observe de l'extérieur. Parce qu'effectivement, quand on est en train de danser, on n'a pas forcément conscience. Est-ce que je suis au bon rythme de la musique? Est-ce que je suis au bon rythme de mon partenaire? Parfois, on en a inconscience puisqu'on lui marche sur les pieds. Parfois, non. Et donc, d'avoir un coach ou un superviseur extérieur qui vous regarde accompagner, on fera beaucoup d'expérimentations en ce qu'on appelle en bocal, c'est-à-dire vous accompagnez quelqu'un et le reste de du formateur et des autres stagiaires sont là en observation pour aussi apprendre dans cette position de je regarde ce qui se joue et j'essaie de décrypter ce qui se passe. Donc c'est très important aussi pour apprendre d'avoir cette capacité de méta-analyse. Je me mets en recul et je regarde ce que je suis capable de comprendre, de ce que j'observe des émotions, du corps. Il y a plusieurs niveaux d'écoute et on travaillera ça. Parce que les mots, c'est une partie, mais il y a les émotions, il y a les non-dits, il y a le non-verbal, il y a aussi le cadre de référence et il y a ce qui joue en écho entre moi et la personne que j'accompagne. Si j'ai les mêmes peurs, les mêmes stress que la personne, ça va faire vibration commune et là, il y a des chances que le coach soit dans le brouillard. C'est d'ailleurs la première chose qu'il faut apprendre, c'est que si je me trouve dans le brouillard, c'est que certainement les enjeux de mon client font miroir avec des choses que j'ai moi-même à travailler, donc du coup, j'ai du mal à l'accompagner parce que je suis dans le même brouillard que lui. Donc ça fait partie de l'apprentissage du coaching. C'est apprendre à reconnaître que parfois, je suis perdue et c'est là où il y a un besoin d'avoir une supervision pour pouvoir, s'ajuster. Voilà, écoutez, merci à tous ceux qui étaient présents. Avec plaisir pour vous retrouver le 11 mars, un présentiel où on aura l'occasion de vous accueillir en vrai, prendre un verre et échanger. Et puis pour ceux qui sont plus partants pour un échange en Zoom, en petit groupe, il suffit d'envoyer un mail à école.autreregard@gmail.com. Je vous enverrai les dates et vous me dites à quelle heure vous êtes disponible et je vous envoie le lien de connexion de manière à pouvoir voir les questions en direct. C'est vrai que là, il y a un petit décalage par rapport au live et donc du coup, c'est moins convivial, mais j'avais quand même envie de partager avec vous parce que c'est aussi, des fois une image vaut 1000 mots, mais les explications sous-texte d'une image sont intéressantes. Voilà, je vous remercie, d'être, venus ce soir et puis, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de maintenir ce rythme d'un live tous les lundis. Ça vous donne des clés. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y a aussi, le blog, donc sur autrement.com, AUTREMEN. Vous retrouvez une grosse partie des infographies avec le texte et sur mon livre, ça va beaucoup plus loin puisque j'ai 100 questions, sans infographie, même je crois qu'il y en a 120, avec des textes, des explications où je creuse chaque sujet. Si vous vous intéressez au métier du coaching ou tout simplement si, vous êtes RH ou si vous avez envie de devenir coach, ça peut vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre les subtilités parce que je trouve que c'est un métier subtil. On parle de l'art de l'accompagnement du coaching. C'est vraiment ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt, sûrement lundi prochain pour un nouveau live.